Bienvenue sur Only Up to You, le podcast du développement personnel et professionnel, où tous les mardis, nous abordons des sujets de la vraie vie avec à la clé des exemples, des outils et des conseils. Je suis Jennifer Picci, psychologue du travail et coach de vie certifiée. Et c'est parti pour l'épisode numéro 2, les émotions. Alors les émotions, je vous le préviens déjà, c'est un sujet mais qui est aussi vaste que complexe. Et c'est en tout cas pas en 15 minutes que l'on va réussir à faire le tour de manière précise. D'ailleurs, c'est pas le but du podcast. Là, vraiment, j'ai plutôt envie que vous puissiez vous faire une idée globale et générale des émotions pour qu'il y ait un peu une approche pratique, facile, utile et ludique de tous les jours par rapport à vos émotions. Essayer de définir une émotion, c'est un vrai casse-tête. Surtout que les spécialistes eux-mêmes, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Donc il y a plusieurs théories, plusieurs courants. Je vais pas tous vous les faire car on n'a pas le temps, puis c'est pas plus intéressant. Je vais juste, par contre, sortir quelques éléments théoriques qui peuvent être, j'espère, un peu utiles et puis en tout cas, vous donner de la matière sur laquelle réfléchir. Vous pouvez juste les prendre puis observer pour vous, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qui ressort ou non. Déjà, une première chose que l'on peut dire, c'est que les émotions sont une réaction psychophysiologique, temporaire et intense. Là, comme ça, c'est un peu indigeste à dire. Mais psychophysiologique, ça veut dire que ça se passe et au niveau de la tête, et au niveau cognitif, et au niveau physique. D'ailleurs, souvent, on sait que l'on est sous l'emprise d'une émotion, qu'on a une émotion forte parce que physiquement, on est en train de la ressentir. Que ce soit parce que l'on est en train de piquer une crise de colère et qu'on est en train de gueuler puis qu'on est tout rouge, ou bien que l'on est en train de pleurer, parce que l'on est triste, on peut aussi pleurer de joie, ce qui vient juste appuyer à quel point c'est complexe et difficile à définir, que ce soit parce qu'on a peur et du coup on a l'impression que l'estomac se noue, etc., etc., etc. Temporaire et intense, parce que parfois l'on confond les humeurs et les émotions ensemble. Alors une humeur, c'est quelque chose de plus stable et sur du plus long terme. Par exemple, une humeur un peu déprimée, un peu tristoune. Par contre, lorsque l'on est vraiment triste, qu'on a un chagrin, que l'on pleure de manière intense, si vous y pensez, c'est rare de pleurer non-stop pendant des heures et des heures. C'est rare d'être en train de hurler pendant des heures de colère. Vous pouvez être énervé, mais avoir de la colère qui s'exprime de manière plutôt courte et intense. Il y a une raison tout à fait logique à ça. L'expression des émotions demande énormément d'énergie. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire non-stop. Alors les émotions, il faut aussi voir qu'il y a quelque chose d'expressif dans les émotions. Les émotions, elles servent à exprimer quelque chose, mais aussi à se mettre en action. Dans émotion, s'il y a une chose que j'ai envie que vous reteniez aujourd'hui, c'est la notion de motion, la notion de mouvement, les émotions actives. Les émotions font que l'on va agir. Même si c'est pas cool de se l'avouer, c'est vraiment ça ce qui se passe. Alors que ce soit par colère, par peur, par joie, par tristesse, on va être porté à faire des choses parce qu'il y a de l'émotion. Donc, il y a deux courants principaux pour les émotions. Il y a la théorie de James et Shokar qui disent que l'on ressent une émotion au niveau psychologique car on a une réaction physiologique. Donc, on est triste parce qu'on est en train de pleurer. Et il y a le deuxième courant qui dit exactement son contraire. C'est celle de Cannon et de Bard, qui disent que c'est d'abord quelque chose, un phénomène cognitif, quelque chose qui se passe dans la tête, une pensée par exemple, qui fait que l'on va avoir une réaction physiologique. C'est parce que l'on pense à quelque chose de triste que l'on se met à pleurer. Et moi je dis, alors que je n'ai fait aucune recherche scientifique là-dessus, que peut-être c'est un peu des deux à la fois. Peut-être que le cognitif, nos pensées alimentent nos réactions physiologiques et qu'en même temps, nos réactions physiologiques viennent teinter, alimenter nos pensées. Vous savez, comme lorsque vous êtes un peu malade, vous vous sentez mal, vous n'avez pas forcément le moral, etc. Ça serait justement pour la première théorie, pour le premier courant. Alors que vous avez aussi sûrement déjà eu une situation où, parce que vous deviez faire une présentation importante, parler en public, demander à une personne qui vous plaît de sortir avec vous, je ne sais quoi, parce que vous étiez en train de penser à ça, projeter ça, vous aviez l'estomac qui se nouait, puis vraiment des sensations physiologiques de nervosité et de peur.
Moi, j'ai l'impression que c'est ni l'un ni l'autre, c'est un peu les deux à la fois. On en vient à une deuxième problématique. Combien d'émotions est-ce que l'on a exactement ? Alors là, c'est le carrousel. Il y a 1001 théories pour modéliser le nombre d'émotions, etc. Il y a des théories qui disent qu'on en a 16 principales, d'autres sont les 14, d'autres 8. Moi, je travaille avec 5. Pas parce que c'est plus mieux, c'est juste que c'est plus facile à s'en rappeler. Puis après, il y a toutes les déclinaisons. Avant de les préciser, ces 5 émotions, il faut aussi juste se rendre compte d'une chose, c'est que les émotions, l'expression des émotions est comme les pensées intimement liées au langage. Et qu'il y a certaines émotions qui ne sont exprimées que dans certaines langues. Donc il y a un peu cette notion qu'il y a des palettes d'émotions universelles, primitives, que chaque être humain en principe a, et ensuite il y a des subtilités, des déclinaisons. Des exemples de ces émotions qui n'existent que dans d'autres langages sont, par exemple, forelsket, du norvégien. Alors je m'excuse de mon accent s'il y a des Norvégiens qui sont en train de m'écouter, et pour toutes les autres langues d'ailleurs, parce que ça va être des accents à couper au couteau. Mais cette émotion-là, forelsket, c'est la sensation électrique que l'on a lorsqu'on est en train de tomber amoureux. Ensuite, on a par exemple le mot tjil, philippin. C'est l'envie de pincer, toucher quelque chose que l'on trouve chou. Ensuite, il y a saudade, qui vient du portugais. C'est la tristesse que l'on ressent lorsque l'on s'aperçoit que quelque chose est fini définitivement, en période de deuil ou un chapitre important de la vie qui se termine, une page qui se tourne, saudade. Ensuite, on a yupotka. C'est la sensation d'avoir plein de choses qui vous grimpent dessus. Comme si vous imaginez que vous êtes en train de marcher dans la forêt et que vous pouvez commencer à ressentir comme des petites pattes qui vous marchent là sur le dos. Voilà, yupotka. Il y a un nom pour ça. J'en reviens à ces 5 émotions principales qui sont celles avec lesquelles je travaille le plus parce qu'au niveau même technique, elles sont le plus utiles. Je pars du principe qu'on a tous ces émotions-là, cette palette d'émotions-là, et on les a tous plus ou moins expérimentées, ressenties et vécues à différents moments de notre vie. Il y a la peur, la colère, la tristesse, la joie et la jalousie. Maintenant, même si on a tous ces 5 sources d'émotions différentes, on n'est pas tous égaux en termes de la quantité et l'intensité de chaque émotion que l'on aime ressentir dans notre quotidien et avec laquelle on va se sentir fonctionnel. Je m'explique. Certaines personnes gèrent très bien la peur, même peuvent être stimulées par la peur, par l'inconnu, alors que d'autres, ça va les immobiliser. Certaines personnes sont activées par de la colère, d'autres, moins. Certaines personnes ont un tempérament peut-être plus mélancolique, plus triste. D'autres ne se voient comme étant purement fonctionnels que quand ils sont 100% joie. Donc on est vraiment tous uniques à ce niveau-là. L'image que j'aime transmettre pour expliquer en fait ces émotions, parce que finalement c'est quelque chose qui est assez intime et qui se passe plutôt à l'intérieur. Je ne pense pas qu'on arrive à mesurer une émotion ou à la quantifier. Chaque personne va ressentir les émotions par rapport à une échelle qui est personnelle. Du coup, ce que j'aime proposer, c'est d'imaginer, alors ça pourrait peut-être vous faire rire, mais comme des colonnes de bière. En Suisse, on a les brasseurs, et puis ils peuvent nous servir la bière dans des énormes colonnes. Et puis, il suffit juste de mettre notre chope sous et ouvrir l'espèce de petit robinet, et puis on a notre bière qui descend, puis après on a notre bière, et puis on est content. Si on parle de ces vases émotionnels, j'aime dire que pour chaque émotion, on a un vase. Et pour les déclinaisons aussi. Mais là, on reste vraiment sur les émotions principales. La peur, la colère, la tristesse, la joie, la jalousie. Chaque personne a un niveau d'équilibre où ils se sent bien. Un peu de peur, c'est nécessaire, c'est utile. Un peu de colère aussi, un peu de tristesse aussi, de la joie aussi. Et de la jalousie aussi, même si on n'aime pas en parler. Ce qui se passe par contre, c'est que avec notre éducation, avec la société, on a appris à se distancer de nos émotions, à faire comme une coupe. C'est-à-dire, et ça, vous l'avez tous entendu, faut pas pleurer, faut pas avoir peur, c'est pas bien d'être jaloux. Et finalement, la seule émotion que l'on autorise et que l'on encourage, c'est celle de la joie, au point où des gens vont faire semblant d'exprimer de la joie parce que c'est cool. Enfin bref, ça c'est un autre sujet à part entière. Du coup,
comme on a réussi à se distancer, à mettre de côté nos émotions, ce qui se passe, c'est qu'on ne remarque pas forcément lorsque l'on a peut-être un trop-plein de colère ou de tristesse, ou bien une baisse de joie. Il y a un moment comme si on a le niveau moyen où tout va bien, on fonctionne bien, voilà, et les écarts types, les marges d'erreur. Tant qu'on est là-dedans, ça va, il n'y a rien qui se remarque. Du moment que l'on commence à aller un peu sur la réserve, ou bien à déborder, parce que ça va dans les deux sens, soit il n'y a plus de bière, il n'y a plus de jus dans la colonne, soit la colonne a été trop remplie, puis là, c'est l'inondation. Avant cela, on est un peu, aveugle, insensible, on ne ressent pas les choses. Et c'est là où il y a tout un travail à développer, un peu comme cette sorte de vision interne, comme une habitude à faire juste un checkpoint sur où vous en êtes, vous, par rapport à vos vases. Est-ce qu'ils sont bien remplis? Est-ce qu'ils sont trop remplis? Est-ce que peut-être là, il y a un peu trop de colère depuis quelques semaines qui commence à bien prendre de la place? Est-ce que là, vous êtes à sec? La joie, là? Ce que j'aimerais proposer ici, c'est que ces vases, et c'est une métaphore, se remplissent petit à petit. C'est des petites choses ou des grandes choses qui viennent remplir des vases. Et dans ces vases, ils peuvent être vraiment plus ou moins grands. C'est comme des sortes d'aquariums. Et une image que j'aime proposer, c'est celle d'avoir des petits poulpes, des petites pieuvres qui nagent dans ces vases. Alors pourquoi la poulpe? Et puis après, pourquoi la pieuvre? Parce que ce sont des créatures que je trouve fascinantes, qui se camouflent, qui ont plusieurs cœurs et plusieurs cerveaux, et que l'on ne remarque pas, mais qui sont fourbes. Un petit poulpe peut symboliser un événement, quelque chose qui vous a marqué, une blessure, quelque chose qui a heurté, et qui peut-être génère de la colère ou de la tristesse, ou de la honte. C'est une déclinaison, la honte. Et qui dit poulpe, dit plus de volume, et puis peut-être petit courant. Alors du moment que l'on a d'autres choses qui viennent, peut-être, si on reste sur l'image du vase de la colère, il y a des choses qui nous ont mis en colère, vraiment, des actions, des non-dits, peut-être des contrats qui n'ont pas été tenus. Ça fait plein de petits poulpes. Et plus il y a de l'eau, plus les poulpes peuvent prendre un peu plus d'ampleur, de force, au point où peut-être qu'ils viennent tous ensemble et deviennent une pieuvre. Et une pieuvre, c'est déjà un peu plus compliqué. Déjà quelque chose, une structure qui est un peu plus ancrée. Par exemple, des personnes qui sont en colère depuis des années, mais on parle vraiment de personnes qui commencent à devenir aigries. Et alors justement, j'aime bien dire qu'elles ont des sacrées pieuvres, qui commencent à... Parfois même, c'est des calamars. Les calamars, c'est le niveau après. C'est quand la pieuvre fait tellement partie de l'identité que la personne ne se rappelle plus de comment elle était sans cette colère, sans cette tristesse, sans la peur. Et ce que j'aimerais justement vous proposer comme image, c'est que, et on va en parler au fur et à mesure de ce podcast, des différentes manières, mais que votre job et le meilleur investissement que vous pouvez faire pour vous-même, c'est de pouvoir regarder, prendre un peu la température de vos poulpes et vos pieuvres, mais de savoir vous en êtes où, vous êtes à quel niveau de colère, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut lâcher ou pas. Parce que quand il y a des débordements émotionnels, quand il y a de l'épuisement qui arrive et que ça fait une espèce d'inondation interne où on ne sait plus qu'est-ce qui est quoi, où finalement il y a la colère qui se mélange avec la peur et la tristesse, et puis c'est juste un peu l'inondation, c'est vraiment comme des vagues, et d'ailleurs on les définit comme ça, les émotions, parfois c'est des vagues d'émotions, ça vous fait plus de boulot. Donc pour aujourd'hui, ce que je vous propose de faire, alors vous pouvez soit télécharger un PDF sur le site directement, ou bien vous pouvez juste dessiner 5 fioles qui représentent ces 5 émotions. La peur, la colère, la joie, la tristesse et la jalousie. Et juste instinctivement mettre, vous êtes plutôt, vous aimez avoir un peu peur, pas du tout peur, très peur. Vous aimez avoir un peu de colère, beaucoup de colère, peu de colère. Quels sont les niveaux où vous avez l'impression que vous vous sentez performant et au top? Et de là, ça vous donne déjà un peu une base. Après, vous pouvez vous poser la question aujourd'hui, ou cette semaine, est-ce que j'étais un peu plus en colère ou un peu moins en colère? Est-ce que j'avais un peu plus peur ou un peu moins peur, etc. Puis voir si ça varie. Et c'est un exercice, et vous pouvez d'ailleurs le faire en famille ou entre amis, mais des fois on se surprend à remarquer comment d'une personne à l'autre les choses peuvent être sensiblement différentes. Si vous avez par contre, si vous avez juste un schéma où vous voulez que ce soit 0 sur tous les autres, mais de la joie à 100%, c'est n'importe quoi. Vous ne fonctionnez pas qu'avec de la joie à 100%, même si vous avez envie de ne fonctionner qu'avec la joie à 100%. Avec ce 10e épisode, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, je vous invite à
écouter le 3e épisode, vos 3 propriétaires. Vous allez pouvoir peut-être comprendre pourquoi, si ça vous est déjà arrivé, de vous dire « je sais que je devrais mais j'y arrive pas » ou de toujours remettre au lendemain. La métaphore des 3 propriétaires donne quelques clés de compréhension là-dessus. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à tout bientôt.